Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bon un petit peu triste parce que c'est la dernière partie de la formation Algo Trading au MQL5 et ouais, toutes les bonnes choses ont une fin, aujourd'hui c'est la partie 6, on va terminer de coder l'algorithme et après citer ça, j'aurai peut-être une partie bonus de backtesting. Donc abonne-toi pour pas rater ça et c'est parti, on va tout de suite aller coder parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire dans cette vidéo. On va notamment créer une fonction de risk management et aussi une fonction pour avoir quelques filtres sur notre signal. Donc c'est parti, on y va. On se retrouve sous la fonction pour exécuter un trade qu'on a codé dans la vidéo précédente. On va passer quelques lignes et on va coder une nouvelle fonction qui sera pour retourner une taille de position en nombre de lots, le volume, par rapport à un risque qu'on va choisir. Par exemple 1% du solde total ou alors un risque en argent, pourquoi pas 500 euros, 1000 euros. On va pouvoir calculer en fonction de la taille du stop loss combien il faut qu'on ouvre de lots. Ce sera une fonction double parce que ce sera un chiffre à virgule, donc on va l'appeler calculate lot size et on va demander aussi un petit paramètre qu'on va appeler SL distance. Pourquoi la distance SL? Parce que justement, comme je t'ai dit, ce sera par rapport au prix d'entrée et l'écart du stop loss. Il faudra qu'on sache combien on va risquer sur toute cette distance-là. Donc on va le demander en paramètres et on va demander nos variables. Qu'est-ce que ce seront nos variables? Ce seront les variables pour les ticks, les informations sur le symbole. Parce que tous les symboles n'ont pas la même taille de tick. Et donc s'il n'y a pas la même taille de tick, il n'y a pas la même taille de volume. Il n'y a pas la même taille de lot pour risquer le même montant d'argent. Je t'en avais parlé ça d'ailleurs dans ma vidéo sur mon parcours, sur mon historique de trading depuis 2019. Je m'étais fait avoir justement sur cette différence de taille de lot entre plusieurs actifs. Bon, au final j'avais gagné de l'argent, mais je t'avais raconté une petite anecdote, c'est un peu sympa. Bref, alors les variables dont on va avoir besoin, c'est notamment check size, qu'on va demander avec symbol info double. Symbol info double, qui on avait déjà utilisé notamment pour demander le prix de vente et le prix d'achat. Donc là ce sera symbol trade check size. On va aussi demander check value, donc ce sera pareil, symbol info double, avec tiré du bas symbole, et là ce sera symbol trade check value. Ensuite, on va demander le volume step. Qu'est-ce que c'est le volume step? C'est le plus petit écart entre une taille de lot et la taille de lot supérieure. Généralement, sur les paires Forex, c'est 0,01. Par exemple, le plus petit lot que tu peux ouvrir, c'est 0,01, et ensuite, tu peux ouvrir 0,02. Donc ça veut dire que le volume step est de 0,01. Donc on va le demander quand même pour pas que ce soit hard-codé. On va demander en fonction des symboles. Si jamais tu veux ouvrir sur l'or ou sur d'autres qui n'ont pas exactement les mêmes volume step. Donc on va faire comme ça, symbol volume step. Et ensuite, on va faire des calculs sur ces trois choses-là. Donc on va demander notamment account balance. Et ensuite on va demander account info double, notre commande, account balance. Donc notre variable là, ce sera notre solde qui évolue au fur et à mesure qu'on fera du backtest, etc. On va aussi demander le risque, on va le déclarer, mais ensuite on va l'assigner en fonction des paramètres d'entrée qu'on fera après. On va faire pareil pour le lot size directement, faire lot size égale à 0, et à la fin, on va directement return lot-du-bas size. Comme ça, on va pouvoir compiler et voir si tout va bien. Donc là, c'est bon, tout va bien. Là, je vais pouvoir te montrer quelque chose d'intéressant. On va faire une énumération. On ne l'a pas encore fait. Ouais, on n'a pas fait d'énumération encore. Je vais te montrer comment créer une liste custom, un menu déroulant custom personnalisé que tu vas pouvoir choisir dans tes paramètres d'entrée et que ensuite tu pourras appeler dans tes fonctions, etc. Par exemple, on va choisir pourcentage, argent, lot fixe. On pourra choisir la manière dont on va calculer notre risque. Et suivant ce qu'on a choisi dans les paramètres d'entrée, eh bien, on aura un certain calcul. Et pour ça, on va utiliser une énumération. Donc on va l'appeler, disons, risk mode enum. On va ouvrir les petites accolades, les fermer et mettre un truc comme ça, un petit point virgule. Et à l'intérieur, on va mettre pourcentage, virgule, on va mettre argent et fixe. Donc ça, ce sera notre lot fixe. D'ailleurs, je vois qu'on a déclaré, on avait déclaré dans paramètres de risque. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va input notre risk mode enum, et ensuite on va appeler notre variable, donc ce sera risk mode, juste risk mode, et ce sera égal à 0. 0, par défaut, c'est le premier index de la liste, ce sera pourcentage. 1, ce sera argent, 2, ce sera fixe. Donc tu vois. Après, on pourra les appeler, et je vais te montrer une petite manière de faire qui est intéressante avec la commande switch. On va pouvoir faire des conditions, mais sans utiliser if, else, on va pouvoir utiliser switch 0, 1, 2
Tu vas voir, tu vas comprendre, ça va être plus intéressant, plus facile, et comme ça permet de t'apprendre un peu des trucs. Donc là, on va quand même mettre un petit commentaire, on va mettre mode de calcul du risque, et on retourne tout en bas, dans notre super fonction. D'ailleurs, j'ai pas mis d'en-tête, donc je vais le faire. Faut pas oublier, pour expliquer ce qui est fait, elle va retourner la taille de position en nombre de lots. Et notre petit paramètre, SLDistance, ce sera par exemple SL moins ask, SL moins le prix d'entrée, ou alors bid moins SL, le prix de vente moins le SL si c'est à l'inverse, si c'est un achat. Il ne faudra pas se tromper en fonction du sens justement, ou alors on utilisera la valeur absolue, comme ça on est certain d'avoir un nombre positif, parce que le plus simple c'est ce qu'on avait utilisé dans les calculs pour les points pivots. La valeur absolue, si c'est négatif, ça devient positif. Voilà, c'est juste ça. 5 moins 10, qui fait normalement moins 5, la valeur absolue c'est 5. Voilà, si jamais tu sais pas, parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas expliqué dans la vidéo précédente. Bon, je pense quand même, valeur absolue, c'est une évidence pour tout le monde. Bref, on va continuer. C'est bien parce que, tu vois, on progresse ensemble. J'ai vraiment l'impression qu'on code ensemble. J'ai l'impression que je te fais un cours privé, voilà, on discute. J'ai pas vraiment l'impression de parler à une caméra, vraiment, je dis ça vraiment sincèrement. Et puis, vu qu'on a la possibilité de discuter en commentaire, etc., bah, c'est encore mieux. Bref, donc je vais te montrer la commande switch. La commande switch, on va ouvrir les parenthèses et on va mettre risk mode et on va ouvrir tout notre switch. À l'intérieur, on aura plusieurs cas, on aura plusieurs possibilités. Donc là, on en aura 3, on aura 0, 1 et 2. Donc on va mettre case 0, on va ouvrir avec les deux petits points, pas les points virgules, les deux petits points. Et quand on a fini, on va faire break et cette fois-ci avec les points virgules. Et à l'intérieur de ça, on aura notre logique qui équivaut finalement à faire if 0, on met notre logique, et ensuite on mettra else 1, c'est pareil, c'est exactement pareil. Tu vas voir le deuxième cas, là on aura case 1, on ouvre, on va coder notre logique, et on va mettre break. Et ainsi de suite. On va faire pareil pour le 3. Et je pense que, là tu vois, on n'en a que 3, donc c'est pas beaucoup. Mais là où c'est intéressant, c'est si tu en as plein. Si tu en as plein, si tu as une très grande liste, et où c'est pas forcément en variable d'entrée, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Si tu as plein de cas et tu as la flemme, ou tu n'as pas envie, enfin déjà c'est redondant de faire if, else, tu peux faire ça, utiliser switch, c'est exactement pareil. Donc le premier cas, ce sera pourcentage. Le premier cas dans la liste, c'est pourcentage. Donc notre risque, qui sera converti en argent, il faut qu'on le demande avec une variable d'entrée qu'on va appeler risk percent, pour risque en pourcentage, qu'on va multiplier par notre solde, account balance, qu'on va diviser par 100. Et on va copier-coller ça, donc on va le mettre avec les paramètres d'entrée, avec les paramètres de risque. Donc ce sera une variable double, ce sera un nombre à virgule, potentiellement. Ça peut être aussi juste 1. D'ailleurs, on va mettre 1 par défaut. Généralement, un risque raisonnable, c'est 1% du capital. Donc on va mettre pourcentage du solde. Et on va directement mettre un input double risk, ce sera cette fois currency, pour un risque en argent. Et on va mettre pareil, 1%, mais cette fois-ci, ce sera 1000. Ce sera vraiment en argent. On n'aura pas besoin de faire la conversion du pourcentage vers l'argent. Donc après, ce sera comme tu le souhaites. Mais en gros, c'est que ça ne changera pas. Tu vois. Si tu mets 1000, ça ne changera pas. Si tu gagnes, je sais pas, 30%, ton nouveau solde, ce sera 130 000, si ton solde de départ est 100 000. Alors qu'en risque de pourcentage, tu risqueras 1300 € et plus 1000 €. Tu vois ce que je veux dire ? Le pourcentage, ce sera évolutif, ce sera les intérêts composés. Plus tu gagnes, plus tu vas risquer, plus tu vas gagner, et ainsi de suite. Alors que ça, c'est fixe, tu risqueras toujours 1000 €. Donc là, on va mettre risque en argent, tout simplement. On redescend tout en bas, hyper vite. On va là. On va mettre, du coup, notre lot size. Qu'est-ce qui sera ? Ce sera, déjà, il faut qu'on fasse une autre variable. On va l'appeler risk volume step. Et notre risk volume step, ce sera notre SL distance, notre écart entre le prix d'entrée et le stop loss, qu'on va diviser par tick size, ensuite qu'on va multiplier par tick value et par volume step. Pourquoi ? Parce que ça va nous donner l'écart typiquement, mais en nombre de ticks, en taille de tick, et ça va le multiplier par combien ça vaut réellement, en nombre absolu, quoi, qu'on va multiplier par le nombre de lots. En gros, ça va nous donner typiquement un écart. Tu vas diviser toute la distance par combien de lots tu vas risquer pour un seul volume step, pour 0,01 lot. Et l'idée, c'est qu'on va ensuite diviser notre risque par ça. Parce que on aura, je sais pas, 1000 €, et ben on va le diviser par le nombre d'euros par volume step, tu vois. Donc ça va nous donner en gros
à partir de combien d'euros il faut qu'on risque une unité, un volume step supérieur en plus. Donc, bon, comment t'expliquer plus simplement encore? On va faire mass floor, donc ce sera risque divisé par risque volume step. Ce que je viens de te dire, on divise tout ce qu'on a par ce volume step, et ensuite on va le multiplier par le nombre de lots, par volume step. Donc est-ce que tu comprends? Je pense que oui. Maintenant tu es expert. Après les 6 parties, c'est la 6e partie de la formation, maintenant tu es expert, tu comprends absolument tout. Donc on va passer à la case 1, donc le deuxième cas, et cette fois-ci ce sera en argent fixe. Donc là cette fois-ci on n'aura pas besoin de faire une conversion, notre risk ce sera tout simplement risk currency. Et ensuite on va faire pareil, ce sera exactement le même calcul, mais tu vois que notre variable est évolutive. On n'a pas hard-codé un risque, c'est en fonction de notre cas. Donc c'est pour ça qu'on l'a déclaré ici, risk égale 0, et lot size égale 0 aussi. Je vais supprimer ça. On a déclaré ces deux variables, et dans les cas, on les assigne dynamiquement. Toujours le mieux à faire en programmation, assigner les variables dynamiquement, ne jamais rien coder en dur. Donc on va mettre break ici aussi pour terminer, et à l'intérieur, notre case 2, ce sera un low fixe. Donc là, même pas besoin d'utiliser un risk, lot size, ce sera juste fixed lot size. Donc maintenant, on va pouvoir sortir de notre condition switch, de notre commande switch, là, tout ça. On sort et on va retourner lot size. Parce que une fois qu'on aura effectué cette condition, qu'on aura choisi le case, qui sera déterminé automatiquement du coup, on pourra terminer la fonction totale. Donc d'ailleurs, on va le normaliser. On va l'arrondir à 2 digits, parce que comme je t'ai dit, c'est généralement 0,04, 1,28, du coup c'est 2 chiffres après la virgule. Donc on normalise à 2 chiffres après la virgule. On va compiler, et il nous manque quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah oui, là tu vois j'ai mis des points-virgules, alors que c'est 2 petits points, comme ça. On compile, tout est bon. Donc relativement facile celle-ci, hein, relativement facile, elle n'est pas très longue. Donc on va avoir le temps d'en faire d'autres. On va pouvoir faire notamment une fonction qui va déterminer quand est-ce qu'il y a un trade d'ouvert pour qu'on ne trade qu'une seule fois à la fois, qu'on n'ait pas plusieurs trades en même temps. S'il y a plusieurs signaux qui s'entrevauchent, ben, tu peux avoir beaucoup trop de risques. Tu vois, si tu veux risquer 1% par position, mais qu'il y a plusieurs signaux, tu peux vite arriver à, je sais pas, à 3-4% de risque en même temps. C'est pas forcément ce que tu souhaites. Donc nous, on va coder une fonction boolean qu'on va appeler isTradeOpen, et à l'intérieur, eh bien, on va déterminer s'il y a une position ouverte. Et je vais te montrer un petit peu des techniques aussi, les meilleures pratiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors d'abord, on va demander notre petite variable booléen, notre paramètre booléen pour déterminer la direction, soit un achat, soit une vente, comme d'habitude. Et on va juste return false à la fin de la fonction. Quoi qu'il arrive, si on n'exécute pas nos boucles et nos conditions qu'on va faire là à l'instant, on retournera faux, il n'y a pas de trade ouvert. Et justement, à l'intérieur de notre boucle qu'on va faire, une boucle for, s'il y a un trade ouvert, on retournera vrai, oui, il y a un trade ouvert. C'est comme ça qu'elle va fonctionner cette fonction. Donc on va faire int i égale positions total. Qu'est-ce que c'est positions total? C'est le nombre de positions qui sont ouvertes en ce moment sur le compte de trading en tout, en général, pas que sur cet algorithme. On va faire -1, parce que par exemple, s'il y a 5 positions ouvertes, la première, ce sera l'indice 0, comme d'habitude, toujours l'indice 0. Du coup, la dernière, ce sera l'indice 4. Donc si on a 5 positions, il faut faire 5 - 1 égale 4. On va faire i supérieur ou égal à 0 et i moins. Cette fois, on va faire une boucle à l'envers. Pourquoi on fait une boucle à l'envers? Un peu technique celle-là, parce que généralement, en MQL5, c'est toujours le dernier indice qui est pris en premier, qui doit être interprété en premier, parce que quand tu modifies des ordres en masse, il peut y avoir des problèmes de précédence aussi, il peut y avoir des problèmes si tu... Par exemple, si tu as besoin d'une information de ton trade précédent pour avoir ton trade futur, par exemple si tu fais, je sais pas, de la martingale, tu as besoin d'avoir des interactions entre tes trades, eh bien, tu as besoin de commencer par le trade le plus récent, tu vois, et ensuite aller jusqu'au trade le plus ancien. Donc on commence par le plus haut, et ensuite on va de manière décroissante jusqu'à 0. D'où i moins, on fait une boucle à l'envers. Ça peut être un peu de manière confuse, mais voilà, c'est pas très compliqué, hein, c'est exactement pareil qu'une boucle à l'endroit. Et donc on va demander avec YoLong, YoLong c'est un nombre qui est très long et qui est positif. On va demander position ticket, le ticket de la position, avec position get ticket de i, de notre indice. Ça va nous donner l'idée de la position, l'idée du trade, le numéro d'identification du trade. Et ensuite, on va faire if position select by ticket
égale, enfin, est vrai notre position ticket, alors on va rentrer dans une condition et on va exécuter des conditions logiques pour savoir si on a bien un trade ouvert sur notre symbole en particulier et pas sur un symbole autre ou sur un autre algorithme. Parce que justement, quand tu progresses après et que tu fais beaucoup d'algos, tu en as plein des algos qui tournent en même temps sur un même compte. Parce que ça sert à rien d'ouvrir 15 comptes différents pour 15 stratégies, tu les mets tous sur le même, mais tu as besoin qu'ils ne s'entrechoquent pas, qu'il n'y ait pas de problème entre tous. Sinon, il y en a un, il va croire que son trade a été ouvert par lui-même, alors qu'en fait c'était un autre, et du coup ça explose, c'est fini. Et pour ça, notamment, on utilise un nombre magique, un magic number. Donc, je vais te montrer comment on va faire. On va faire if position get integer, pour un nombre entier, position magic, ce sera le nombre magique, égale notre magic number, qu'on va définir par magic number comme ça, et qu'on va coder dans nos paramètres. On va créer un dernier petit groupe. Je vais copier-coller ça et on va mettre un groupe ici. Ce sera paramètres divers, disons. Si après tu veux mettre des bêtises, je sais pas, afficher des choses à l'écran, pourquoi pas, tu pourras les mettre dans paramètres divers. Donc on va mettre input int magic-number. Ce sera notre nombre magique et ça peut être littéralement tout ce que tu veux. Un nombre entier, mais ça peut être 0 comme ça peut être 51 646. C'est vraiment comme tu le souhaites. Moi, souvent, je mets 0, 1, 2, 3, etc. C'est beaucoup plus simple, c'est le plus facile à faire. On va mettre un commentaire et dire que c'est le nombre magique, ou plutôt dire nombre d'identification de l'algorithme, pour que ce soit vraiment explicite. Si tu sais ce que c'est, bah, tu mets mon nombre magique, mais pour que tu comprennes, tu peux écrire ça si tu veux. Et concrètement, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va justement demander s'il y a un trade qui est ouvert, mais uniquement sur le magic number qu'on a choisi. Et donc, naturellement, on ne choisira pas le même pour tous les algorithmes. Et ça fera que, quand on va exécuter cette fonction-là, ça ne prendra en compte que les trades qui ont été ouverts par cet algorithme en particulier. Donc ça, c'est très très important, vraiment, c'est capital, si tu veux pas tout faire sauter. Et on va faire position get symbol, on va faire position-symbol égale symbole, notre symbole actuel, celui qu'on est en train de trader. Si c'est pas le cas, pareil, on ne rentrera pas dans cette condition. Donc on ne checkera pas s'il y a un trade d'ouvert. Mais si c'est le cas, si on rentre dans cette condition, alors on va return true, on va return vrai. Effectivement, il y a un trade ouvert. Sinon, return false. Si on ne rentre pas dans la condition, on retournera nécessairement faux. D'ailleurs, je vais rajouter notre direction. Donc on va faire et, on saute une ligne, position get integer. Alors pourquoi c'est un nombre entier? Position type, là tu vois, position get integer, c'est pour recevoir un nombre entier. Donc c'est pour ça quand je te dis direction c'est booléen, c'est 0 ou 1, c'est parce qu'en MQL5 c'est ça. En MQL5, le type de position, position type, 0 c'est un achat et 1 c'est une vente. Donc là on va mettre égal direction. Donc si notre type de position est égal au paramètre qu'on a choisi, donc 0 ou 1, alors on return true. Sinon, pareil, on ne rentre pas dans la condition, ce sera faux. Donc voilà, petite fonction très facile aussi à comprendre. Est-ce qu'on n'en ferait pas encore une petite? Est-ce qu'on ferait pas un petit bonus pour finir? On en veut encore, on en veut encore, on veut pas que ça se termine cet algorithme. Est-ce qu'on ferait pas, par exemple, un moyen de ne trader uniquement dans le sens du carry trading? C'est intéressant ça, c'est très intéressant, d'ailleurs c'est moi ce que je fais beaucoup. On va demander les taux de swap, les taux d'échange, et s'ils sont inférieurs à 0, alors on ne prendra pas de trade dans cette direction-là. On va pourquoi pas aussi faire une fonction pour autoriser ou non le hedging, pour autoriser si on veut avoir des trades dans des directions différentes en même temps, simultanément. Donc c'est parti, on va faire ça. C'est parce que vous avez été bien sage, vous avez bien commenté mes vidéos et tout, je suis content les gars, merci. Toujours très content de discuter avec vous en commentaire, ça je m'en lasse pas, c'est vrai. Quand j'ai commencé YouTube, petite anecdote, je me suis dit, ouais mais dans 2 semaines j'en aurai marre, tu sais, j'arrêterai. Et j'ai pas arrêté au final, donc voilà, je suis très content de parler avec vous les gars. Bref, on va arrêter de faire pleurer dans les chaumières. On va créer une fonction 2 en 1. C'est parti, 2 en 1, on va l'appeler isTradeAllowed, carrément. Et à l'intérieur, on va demander le swap long, combien il y a de taux de change sur le swap long, avec symbol info double, symbol, swap long. Faire pareil pour le swap short. Et s'il sera supérieur ou égal à 0, alors on ouvrira un trade. On returnera true, vrai, pour est-ce qu'on a le droit de prendre un trade. On va faire symbol, swap, short. Et on va aussi demander la position. On va faire si, point d'exclamation, direction, on ouvre nos accolades, et on va faire else, sinon, si c'est une vente,
eh bien, on aura autre chose. Donc, si c'est un achat, il ne faut pas qu'il y ait de vente qui soit en cours, si on veut désactiver le hedging. Donc, on va faire si isTradeOpen, on va utiliser la fonction qu'on vient de faire juste avant, de 1, il y a un trade ouvert en vente, alors on return false. Et on ne peut pas ouvrir un trade, c'est pas autorisé. On va faire pareil, mais à l'inverse pour isTradeOpen de 0, pareil, return false. Et pour le carry trading, pour ma stratégie qui a fait ma carrière, on va faire swap-short, carrière, grosse carrière les gars, grosse carrière de trader pauvre. On va faire return false ici, on va copier-coller et on va le mettre en haut, juste là, pour gagner du temps. Ce sera swap long si c'est inférieur ou égal à 0. Donc si on ne gagne pas d'intérêt, eh bien on ne veut pas prendre de trade. On ne prend pas le signal, tout simplement. Et donc naturellement, si toutes ces conditions ne sont pas respectées, si on n'a aucune qui est respectée, alors on va return true. Alors on a le droit d'ouvrir un trade, c'est bon, on est autorisé. Donc bien évidemment, ensuite dans le signal, il va falloir, dans execute trade, il va falloir qu'on demande cette fonction-là. On va faire if check trade signal, d'ailleurs on va pouvoir supprimer ça, j'avais dit on allait le supprimer. Donc si on a un signal, il faut aussi qu'il n'y ait pas de trade open pour notre direction. Donc on va mettre un point d'exclamation là. Et il faut que notre trade soit allowed. Is trade allowed pour 0. Là on met un point d'exclamation parce qu'il faut que ce soit faux. Et là il faut que ce soit vrai, il faut qu'on ait le droit. Là pour le volume, on va supprimer 0,5 et on va mettre calculate lot size de bid moins SL. De notre distance. Donc bid c'est le prix de vente et SL c'est le stop loss. Il faut aussi qu'on fasse pareil mais pour la vente. Donc ce sera if check trade signal de 1, is trade open de 1 et is trade allow de 1. Là ce sera un sell et calculate lot size ce sera pas bid moins SL, ce sera SL moins ask. SL moins le prix d'achat pour une vente. Là ce sera bid, SLTP c'est pareil parce qu'on demande dynamiquement. Alors, non, justement, là on ne demande pas dynamiquement. Donc on va faire if direction, on va ouvrir, ça on va le mettre à l'intérieur, parce qu'effectivement, notre stop loss va changer dynamiquement. Et là, tu vois, on demande get trade info de 0, d'un achat. Sinon, on va faire pareil, mais avec 1. Et du coup, notre stop loss ne sera pas le même. Donc on va faire 1 ici, 1 ici, et on va devoir les déclarer en dehors, je pense, ouais. Is trade allowed, wrong parameters. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il n'y a pas les bons paramètres? Ah oui, j'ai pas mis de paramètres. Bull direction. Et notre stop loss, il faut le déclarer en dehors de la boucle, parce que sinon, si on ne rentre pas dans la boucle, si on ne rentre jamais dans la boucle, ils ne seront pas déclarés. Donc on va mettre SL égale 0, TP égale 0. Et on va retirer la déclaration de type ici. Pareil ici. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va avoir terminé l'algorithme. Là, tout est bon. On n'a pas vraiment besoin de rajouter de choses particulières. On a notre signal, qui est un très bon signal. On a nos informations, qui sont des très bonnes informations, stop loss, TP, etc. On a une fonction pour checker s'il y a un trade ouvert. On a des paramètres d'entrée pour savoir si... Ah ben non, tiens, on les a pas fait, ceux-là. Donc on va les faire. C'est pas fini, je te dis. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ouais, je te menace, ouais, c'est comme ça que ça se passe ici. On n'est pas des petites... Je finirai pas cette phrase pour des raisons légales. Alors, dans paramètres divers, on va demander si on veut avoir du hedging et si on veut avoir des swaps négatifs ou pas. Pour que ce soit vraiment bien flexible. Comme d'habitude, le but des algorithmes, c'est qu'ils soient flexibles. Donc on va mettre input bool et on va demander hedging. On va l'appeler hedging, c'est assez explicite. Donc là, on va dire qu'il n'y a pas le droit. On va dire qu'il n'y a pas le droit. Donc on va mettre activer le hedging. Par défaut, ce sera faux. Pour que ce soit plus explicite, on va mettre is hedging _du-bas allowed en toutes lettres. On va mettre bool et on va mettre is next swap, negative swap allowed, pareil, false. On va mettre en français toutes lettres, activer les swaps négatifs. Et là, dans notre fonction qu'on vient de créer tout en bas, eh bien on va demander, avant de rentrer là, is trade open, on va demander is neg swap allowed et swap short. Donc si c'est faux, et ici pareil, si c'est faux, neg swap allowed
Et là, ce sera is hedging allowed. Et pareil pour ici. Tu vois, c'est toujours bien de mettre des paramètres. Comme ça, si jamais tu as envie de tester les deux, tu vois, de te demander est-ce que ça marche mieux avec le hedging ou sans le hedging, et ben, tu peux le faire instantanément avec juste des paramètres sans modifier ton code. Et ça, c'est important. Donc voilà, on va compiler. Et tout est bon, 783 lignes. Donc voilà, dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse du backtesting dessus. Si ça t'intéresse de voir un petit peu quels sont les résultats de cette stratégie, eh bien dis-moi, et puis je le ferai sûrement. Donc je vais quand même te montrer dans le visualiseur de stratégie comment fonctionne la strat, parce que on n'a pas encore regardé pour notamment le pourcentage. Là tu vois, pourcentage argent fixe, ce qu'on a codé dans cette vidéo, c'est ici, dans le menu déroulant. On va choisir pourcentage, on va choisir 1% du pourcentage du solde, qui est de 100 000 $, donc on va risquer 1000 $ par trade. Je vais faire démarrer, et tu vas voir que à chaque fois qu'on va prendre un stop loss, dans le journal, il y aura marqué moins 1000 €. Ce sera exactement 1000 €, enfin, ou 1000,2, tu vois, avec les spreads, avec le slippage, etc., avec les commissions. Mais effectivement, ce sera ça, ce sera 1000 €. Donc on va voir jusqu'où ça nous mène, si on prend des trades déjà. Parce que oui, si on fait du backtesting, je te montrerai, c'est une stratégie qui ne trade pas souvent. C'est une stratégie qui est relativement peu fréquente. Ah, tu vois que là, on a eu un trade. Donc là, ça a pris une taille de position, tu vois, 0,31. Donc ça, on l'a codé nulle part, tu vois, 0,31. Tu te souviens pas qu'on a mis 0,31 quelque part? C'est normal, parce que c'est automatiquement calculé pour que, par rapport à ce prix d'entrée jusqu'à ce stop loss, ça risque exactement 1000 €, exactement 1% de notre solde. Donc là, je ne sais pas c'est combien à peu près le RR, mais tu vas voir que c'est à peu près 500, quoi. Si on se touche ce stop loss là, ça va être à peu près 500 de profit, puisque c'est à peu près la moitié de la distance totale du stop loss. Ce serait bien qu'on touche un stop loss, mais la stratégie elle est trop bien, elle est trop forte, quoi. C'est relou. On est où là? Ah, j'aurais dû coder des fair value gap, j'aurais pris des stop loss beaucoup plus rapidement. Ah tiens, allez, pitié, le stop loss, le stop loss. Allez, descends, oui, un stop loss. Je vais te montrer, ça va faire exactement 1000 €, tu vas voir. Regarde, 999,53 €. Donc 1000 € moins les commissions, moins les échanges, tu vois, en fait le profit net, ça va forcément un petit peu différer de 1000 €. Mais en gros, le risque total, c'est 1000 €. Et tu vois, je vais filtrer par temps, on a ouvert 0,31 lot sur la position précédente. Et là, sur cette position-là, où on a pris un stop loss, on a ouvert 1,75 lot. Donc c'est ça fondamentalement la fonction calculate lot size qu'on a fait dans cette vidéo-là. Ça sert à avoir une taille de lot dynamique, qui ouvre plus ou moins de lots en fonction de la distance. Donc ça, super génial. Si jamais tu ne savais pas comment faire, bah voilà, je t'ai appris. Allez, on a eu notre troisième trade, 728,91 €. Tu vois qu'on a commencé janvier 2024, 1er janvier 2024, le début du visualiseur. Et là, on est arrivé au 2 mai. Donc ça fait déjà 5 mois. Donc tu vois, on n'a pas beaucoup de trades non plus. Là, ah bah tiens, on en a eu un quatrième. Là, on a eu 21,57 € de profit. Ah, encore un, c'est bon, là, ça part en vrille. Alors, on va vérifier quand même dans le journal si on n'a pas des erreurs. Parfois, il peut y avoir des erreurs de stop. Ah tiens, j'en ai vu là. Ah voilà, invalide stop. Donc là, il y en a. Ça peut venir de quoi? Ça peut venir des spreads. Il peut y avoir des spreads trop élevés qui font que, en fait, par exemple, le soir, à minuit, tu sais, il y a le rollover, quand tu passes à la journée de trading du lendemain, eh bien, les spreads sont très élevés. Et des fois, tu peux avoir des signaux là-dessus parce que l'algorithme croit que tu as un changement de prix brusque. Alors que non, c'est le spread, tu vois. C'est l'écart entre le prix d'achat et de vente. Donc ça, il faut le coder aussi. Ça, on va le faire par précaution. Ça rentre pas dans la stratégie, hein, c'est juste pour empêcher que ça t'arrive, ça, que tu aies des stops invalides à cause de l'écart de spread où ton prix est en dessous de ton stop loss, alors que pas vraiment en fait, le prix est au-dessus, c'est juste le spread. Donc c'est reparti, je te dis, c'est jamais fini, on peut toujours rajouter des choses, donc là on va le mettre dans notre fonction is trading allowed, is trade allowed, on va rajouter un spread, donc on va dire double spread égale, ce sera entre parenthèses ask moins bid, le prix d'achat moins le prix de vente qu'on va diviser par le nombre de points, le nombre de points, qu'on va multiplier par 10 d'ailleurs, ou alors non, on va le faire directement à l'intérieur, on va faire si spread est strictement supérieur à 20, disons, 2 pips, ou alors on peut carrément le mettre en variable d'entrée, on va dire spread max, max, on va dire x10 en nombre de pips, et on va le renseigner dans les paramètres divers. Toujours mettre des paramètres. Moi, je suis un maximaliste des paramètres. On va mettre double spread
max égale 2. Donc c'est pour ça qu'on va le multiplier par 10. Parce que dans les paramètres, on mettra en nombre de pips. Sauf que dans le code, il faut que ce soit en nombre de points. Donc on multiplie par 10. Donc là, on va mettre spread maximal. Et maintenant, bien, quand il y aura un spread supérieur à 2 pips, eh bien, ça ne prendra pas de trade. Donc, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ah oui, j'ai mis un point virgule. Ce qu'on peut faire aussi, pour éviter ce genre de problème, c'est mettre une taille de stop minimale. Tu vois, tu peux mettre... si la distance entre le prix d'entrée et le stop loss est inférieure à 5 pips, alors on ne prend pas de trade. C'est bien aussi de faire ça parce que ça t'évitera de prendre des positions énormes. Parce que si tu as un signal et tu as 5 pips de stop loss, bah là techniquement ça va autoriser le trade, mais du coup ça va t'ouvrir un lot de, je sais pas, 5, tu vois, pour risquer 1000 € sur 5 pips. Donc c'est pas raisonnable dans la stratégie de faire ça. Donc bon, on va le faire après d'ailleurs. Allez, c'est reparti, c'est jamais fini. Je m'amuse comme un petit fou là, je vais faire ça toute la journée. Et on fait un nouveau TP, notre petit 566. Ok les gars, attendez, je vais être devin. Je pense que le prochain ce sera un stop loss. Le prochain on va perdre, je crois, 999 € et quelques, 999,53 €. Allez, je me mouille. J'ai eu un médium là au téléphone, il m'a dit c'est ça. Non mais les gars, c'est pas possible. Comment ça, 999,53 €? Je suis un devin, je suis un devin. Donc c'est reparti, on va coder la distance minimale de stop loss. On va dans paramètres divers, on va faire input double SL distance min. Et on va mettre, allez, 10 pips. 10 pips c'est raisonnable. On ne prendra aucun trade en dessous de 10 pips de stop loss. Le commentaire distance SL minimale. Voilà. Et on va faire pareil pour le take profit d'ailleurs. On va faire TP distance minimum. Parce que pareil, hein, si le take profit il est à 10 pips, tu vas aller chercher 5 €, donc ça sert à rien. On va mettre hop 10 pips. On va faire distance TP minimale. Et on va les convertir dans les variables globales en distance en pips réellement. Parce que ça c'est juste des entiers. Il faut qu'on les convertisse en points. Donc on va faire double SL distance min, mais en minuscule, parce que MQL5 est sensitive à la casse, est sensible à la casse. Donc on peut faire ça, ce ne sera pas les mêmes variables. Et ce sera la variable en majuscule fois tiré du bas point fois 10. C'est comme ça qu'on convertit. Ensuite pareil pour TP distance min, qui du coup sera... Mince, bon, petite technique, on va faire CTRL SHIFT U, hop, comme ça. On va faire TP distance min fois tiré du bas point fois 10. Ouais, pour changer minuscule, majuscule, je fais CTRL U et CTRL SHIFT U. Petite technique comme ça en fin de vidéo, là, les petites astuces. Et à quoi ça va servir ça? Du coup, on va faire une condition dans isTradingAllowed, la meilleure fonction de tout l'algorithme. On va dire si le prix de vente, le bid, est strictement inférieur à notre SL plus notre distance minimale, ou alors que notre ask est strictement supérieur à notre TP moins notre distance minimale de TP, alors on return false. On return que c'est pas bon, on n'a pas le droit de prendre un trade. C'est logique, si le prix d'achat est supérieur à l'ETP moins 10 pips, donc qu'il est entre cet écart-là, et bien on ne prend pas de trade. Voilà. Donc la condition est bien respectée. Pareil pour la vente, on compile, on n'a pas déclaré SL et TP, c'est normal parce que faut qu'on les demande avec getTradeInfo. Donc on va faire getTradeInfo de 0 et de stringInfo, on va demander SL. Pareil pour le TP, égale getTradeInfo 0 TP. Et on va bien sûr faire si c'est tiré du bas direction. Et sinon, ce sera else. Hop, ce sera pareil. On va mettre ça là, comme ça. On clôture. D'ailleurs, il va falloir déclarer au-dessus double SL égale 0, TP égale 0. Là, il faut enlever ça. On va faire l'indentation correctement. On supprime, on indente, on met 1, on met 0 et on est efficace. On compile et il y a un else illégal parce que j'ai pas terminé notre petite condition if. Je suis en train de délirer là, je fais trop de trucs, il faut que je finisse la vidéo. C'est fini. Faut plus que j'en rajoute. Si j'en rajoute, je vais rajouter un truc. Je vais rajouter, on prend un trade seulement
si la Statue de la Liberté a moins de 1000 touristes dans le kilomètre carré. Bon, c'est la fin de la vidéo, là je deviens un petit peu fou. Et bah non, c'était une feinte, c'est toujours pas terminé. Brieux du futur qui pendant le montage s'est rendu compte qu'il a oublié de changer quelque chose dans la fonction pour exécuter un trade. À force de faire des blagues, voilà ce qui arrive. Donc Brieux du passé, il ferait mieux de fermer ça. Bon, là aussi je vais la couper. Donc on se retrouve très rapidement, 30 secondes dans la fonction execute trade, tu verras, c'est rapide. On va juste supprimer le paramètre parce qu'en fait on va pas en avoir besoin. C'est beaucoup plus pratique et efficient et optimisé d'appeler une seule fois la fonction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le paramètre ici, on va ouvrir l'accolade et on va demander le stop loss avant le trade.buy. On va le demander carrément à l'intérieur de cette condition. On va le mettre là. Comme ça, on n'aura besoin que de mettre execute trade une seule fois dans la fonction onTick. Si tu vois ce que je veux dire, on n'aura pas besoin d'appeler deux fois la fonction. Donc là, pareil, on va faire ça. On va passer une ligne là. On va ouvrir les accolades. Et comme ça, voilà, tout fonctionnera bien, tout fonctionnera comme il faut. On va supprimer ça. Et ensuite, dans la fonction onTick, on va retirer le paramètre. On va mettre ça comme ça. On va supprimer ce commentaire aussi. Celui-là, on va bien l'indenter. On va compiler. Et maintenant, c'est bon, l'algorithme marche parfaitement. Et j'autorise Brieux du passé à reparler, c'est bon, je lui redonne le micro. Si t'en as pas eu assez et que tu veux voir du backtesting sur cette stratégie-là et que tu veux voir ce qu'elle a dans le ventre, bah dis-le moi, abonne-toi, mets un like, mets un commentaire, dis ce que t'en penses. Allez, petit concours les gars, si on a 2 likes avant demain 18h, je fais une vidéo backtesting. Moi, je vais aller prendre le soleil là, les écrans c'est terminé. Bref, tu t'en fous, t'es juste là pour regarder le trading algorithmique. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que le trading t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, c'était Brieux, je te dis à la prochaine.